Vous trouvez encore des cadavres de réfugiés somaliens? Non, plus maintenant. Avant, oui. Et les bateaux, vous en voyez encore? Oui, les bateaux, on les voit. Il y en a un par là. Ces images ont été filmées sur le rivage du golfe d'Aden, sur la côte yéménite. C'est là qu'arrivent toujours les immigrants qui tentent de fuir la Somalie ou l'Éthiopie. Et c'est là, aujourd'hui encore, ils sont nombreux à mourir. Quelquefois, quand je suis tranquillement assis, je vois des cadavres rejetés par la mer. On en a trouvé beaucoup, plusieurs centaines. On les regroupe, on les enterre dans le cimetière des réfugiés. Et les enfants font ça eux aussi. Le dernier cadavre qu'ils ont trouvé, ils l'ont enterré eux-mêmes. J'ai déjà filmé le voyage des émigrants. Il y a 3 ans maintenant, j'avais pu embarquer à bord d'un bateau et donc pu témoigner des souffrances qu'ils endurent. J'avais payé 800 $ pour faire ce voyage, 400 payés avant l'embarquement et 400 autres plus tard, qui devaient être versés aux passeurs si j'arrivais vivant de l'autre côté du golfe d'Aden. Ils avaient donc toléré ma présence et j'avais pu me joindre à ces hommes et ces femmes qui risquaient leur vie pour fuir la guerre et la misère. Nous étions 130 à bord d'un bateau de 10 mètres de long. 130 qui étions partis d'un rivage désertique du nord de la Somalie et tentions de gagner les côtes du Yémen. Tout le temps de la traversée, les passagers avaient été brutalisés. À coups de lanières de cuir, à coups de pied, de gifles, battus pour leur interdire de bouger, de se battre entre eux, battus pour rien, ou pour le plaisir. Le voyage avait duré 2 jours et 2 nuits. Personne n'est mort sur ce bateau. En revanche, un réfugié s'était jeté à l'eau d'une autre embarcation similaire à la nôtre, qui naviguait à nos côtés. Cette route, de l'Afrique à l'Arabie, des milliers de réfugiés fuyant la guerre ou la misère l'empruntent chaque année. Depuis 3 ans, le flot n'a pas cessé, bien au contraire. Il augmente et la guerre ensanglante toujours les rues de Mogadiscio, la capitale de la Somalie. En octobre 2006, nous avions été jetés à l'eau par les passeurs à proximité de la côte yéménite. Par un quasi-miracle, une équipe de télévision anglaise se trouvait au point précis de notre arrivée et elle avait pu filmer ces images. Elle avait vu mes compagnons d'infortune, mouillés et éperdus, sortir lentement du cauchemar. Quant à moi, j'avais été incarcéré pour être entré illégalement au Yémen et après 4 jours, libéré, puis expulsé vers la France. Le voyage était terminé. Terminé pour moi, mais pas pour les réfugiés. Que deviennent-ils? Où vont-ils après que les camions les ont emmenés de la plage? Que deviennent les 60 000 personnes, selon le chiffre de l'ONU, qui chaque année sont encore jetées sur ces côtes? Ces questions ont motivé le tournage de ce film. Il commence au point précis où j'ai été jeté à l'eau il y a 3 ans. Bien sûr, je n'ai pas retrouvé les hommes, les femmes avec lesquels j'avais traversé, mais d'autres, semblables, car rien n'a changé. On est venu pour avoir une nouvelle vie, pour avoir de l'éducation, pour être libre et protégé. Nous, on est partis parce qu'on avait peur de la guerre et des bombardements.
Moi, je suis parti avec mon fils, sans ma femme. Si je trouve de l'argent, je vais essayer d'aller en Arabie Saoudite pour travailler. Je sais un peu tout faire. Les réfugiés sont conduits dans un camp situé à une cinquantaine de kilomètres de la côte. Ce camp, il se nomme Maïfa, est placé sous l'autorité du commissariat aux réfugiés de l'ONU. C'est l'heure des retrouvailles, car les bateaux se suivent et beaucoup des émigrants se connaissent ou font partie des mêmes clans, des mêmes tribus somaliennes. Elle, c'est ma sœur. Elle a pris la mer et ensuite, pour venir ici, elle a marché. Elle est fatiguée, elle ne peut même plus parler. Le bateau qui transportait mes cousins est parti samedi de Somalie. Mais jusqu'à présent, je ne les trouve pas. Je ne sais pas s'ils sont morts. On n'a pas de nouvelles. Les réfugiés vont dormir 2 ou 3 nuits au camp, pas plus. Ce n'est qu'un premier centre d'accueil. Le lendemain, les autorités du camp, grâce aux indications fournies par les réfugiés, ont désormais la liste précise des passagers partis de Bosaso. Les nouveaux arrivants, venez maintenant. Ceux à qui on a remis un papier hier, venez. 4 personnes manquent à l'appel. 2 femmes et leurs 2 enfants. Elles sont restées sur le rivage, me dit-on, pour tenter de retrouver un petit garçon et une jeune fille qu'elles ont perdu de vue lorsqu'elles ont été jetées à l'eau. Je retourne sur les lieux pour suivre les recherches. On me prévient qu'un corps vient de s'échouer sur la plage. C'est une adolescente. On la cherchait depuis ce matin. Sa mère était avec nous au début, mais je l'ai renvoyée au camp. On vient de la prévenir par téléphone. Le corps du 2e enfant, un petit garçon de 2 ans, a été retrouvé lui aussi. Les parents, et notamment les 2 mères, qui avaient été dirigés sur le camp, apprennent là-bas la terrible nouvelle. Ma fille s'appelait Saleya. Elle avait 12 ans. C'était ma fille unique. On est arrivé près du rivage, mais c'était encore profond quand les passeurs nous ont demandé de sauter à l'eau. Ceux qui savaient nager ont sauté. Moi, je ne sais pas. Et ma fille non plus. J'avais très peur. C'était vraiment trop profond. Le bateau se rapprochait de la côte. Nous étions toujours dans le bateau. Mais les passeurs menaçaient de nous tuer si nous ne sautions pas. Ma fille avait peur. Tous les soirs, elle me disait « Maman, je rêve que je vais mourir dans ce bateau ». Elle sentait venir la mort.
Moi, j'ai vu mon fils en train de mourir et je n'ai rien pu faire. Dès que je voulais me lever, il me frappait. Le corps de l'adolescente est emmené à une dizaine de kilomètres de l'endroit de la côte où il était retrouvé. Elle va être enterrée immédiatement, en l'absence de sa mère, restée au camp de Maïfa. Tout au long du rivage, le gouvernement yéménite a fait aménager de vastes espaces pour y recevoir les défunts. Celui-ci est nouveau. Les 2 jeunes noyés sont les premiers à y être enfouis, l'un tout près de l'autre. Tout le monde, employé du cimetière comme policier, aide à la tâche. La police réussit quelquefois à arrêter des passeurs. Ils sont incarcérés dans les mêmes cellules que les pirates. 2 prisons les reçoivent, à Aden et ici, à Al-Moukalla. Aucun des prisonniers avec lesquels j'ai pu m'entretenir ne reconnaît sa participation au trafic. Rentrez dans vos cellules. Laissez-moi, laissez-moi. Y a-t-il parmi vous des Somaliens qui sont des passeurs? Il y en avait, mais ils ont été libérés. Dis-lui, dis-lui. Laissez-nous parler. Moi, on m'a arrêté sur la terre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi. Je leur dis juste que j'ai été arrêté, c'est tout. Moi, on m'a arrêté sur la terre. Moi, je me suis sauvé de Mogadiscio. Je suis allé à Bosaso. Arrivé au Yémen, je suis allé à Moukalla. Et c'est là qu'on m'a arrêté. On vous a emprisonné? Oui. Moi, ça fait 1 an que je suis en prison. 1 an. Nous ne sommes pas des criminels. Pourquoi êtes-vous en prison? On ne sait pas. Demandez au gouvernement du Yémen. Aden. La ville était autrefois tenue par les Anglais. Reste quelques noms de lieux et une statue. La reine Victoria trône toujours près du port, dans un jardin dominé par une réplique de Big Ben. Reste aussi une grande rue, bordée d'immeubles modernes, une activité portuaire importante et une histoire. Aden était et demeure un port clé, un port verrou de la mer Rouge. C'est ici qu'est construit le plus grand camp de réfugiés du Yémen. Plusieurs milliers d'hommes et de femmes dans ces baraques de tôle.
Il bénéficie de quelques aides, dont celle de l'UNHCR, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, et surtout, ils peuvent vivre en paix. Le camp a un chef. Je l'ai rencontré en début d'après-midi. En pleine séance de kat, cette plante mâchée par les Somaliens et les Yéménites pour aiguiser leur esprit et leur faire voir belle la vie. Ici, il y a 14 clans différents. Chaque clan choisit un homme et une femme pour les représenter. Ce sont ces gens qui m'ont élu. Je suis là pour éviter les problèmes et éviter que les gens ne se battent entre eux. Il y a chaque année entre 15 et 16 000 personnes qui, venant de Bosaso et de Maïfa, obtiennent la carte de réfugié. Mais 5 à 7 000 d'entre eux repartent ensuite vers l'Arabie Saoudite. 5 à 7 000 qui repartent le plus souvent à pied. Sans bagages, sans argent, avec pour seul bien la volonté bien ancrée de traverser le désert. Un exode régulier habituel qui irrigue depuis des années les routes du sud du Yémen. Direction l'Arabie Saoudite au nord, à 400 km de là. Ou à l'est, le sultanat d'Oman et Dubaï, 1600 km. Suffit de marcher. Longtemps. Au début, on avait de l'argent, mais maintenant, on n'en a plus. C'est pour ça qu'on veut aller en Arabie Saoudite. On a peur d'avoir faim, c'est sûr. Si on trouve du travail sur la route, on le fera. Al-Mukalla, 300 000 habitants, la ville où se trouve la principale prison de passeurs, est leur première étape. La ville mélange les influences africaines, indiennes et arabes. Depuis l'Antiquité, c'est une escale entre l'Afrique et l'Inde. Peu à peu, les émigrants ont transformé la ville, ils occupent des quartiers entiers et tentent d'y travailler. Quelques-uns n'iront pas plus loin, ils s'arrêteront là, et souvent s'y trouveront bien. Le Yémen nous a bien accueillis. Dans les autres pays, les Émirats, l'Arabie Saoudite, on ne veut pas de nous, on nous refoule. Des fois, il m'arrive de travailler, d'autres fois, non. C'est ça, la vie ici. Alors beaucoup continuent le voyage. Cap à l'est, vers Oman. Plus de chiffres, plus de statistiques les concernant. On ne dit plus les réfugiés pour parler d'eux, mais quelle que soit leur nationalité, les Somaliens, qui devient un nom commun. Plaines désertiques et montagnes abruptes se succèdent encore pendant des centaines de kilomètres jusqu'à Al-Gheda, la dernière étape au Yémen. Là aussi, les réfugiés se mélangent à la population. Ils se font pêcheurs, vivant comme eux, et restant quelquefois définitivement avec eux. Le poisson ici est abondant. D'autres ne font qu'attendre le meilleur moment pour passer de l'autre côté de la frontière, quelquefois après avoir patienté plusieurs années. Al-Gheda, c'est un peu la porte d'Oman, ou déjà de Dubaï. Sur les murs fleurissent des demandes d'emploi comme celle-ci, rédigées en caractère éthiopien. C'est aussi la ville des refoulés, des immigrants, qui ont été pris et expulsés. La frontière, la limite entre le Yémen et le sultanat d'Oman, la voici. Coincée entre mer et montagne, fermée la nuit, entrouverte la journée.
Les Somaliens et les Éthiopiens, ils passent par la montagne. Des fois, je les vois. Ils passent par là ou par là. Quelquefois, ils en passent tous les jours. Et d'autres fois, personne. Moi, ceux que je vois, ils se cachent d'abord sous les arbres. Et après, ils franchissent la frontière. Les départs se font de nuit, et toujours sous la conduite d'un passeur. Une voiture va déposer les clandestins près de la frontière. Ça fait 6 ans que je suis passeur. Il n'y a pas de tarif exact, mais on négocie pour savoir ce que les gens peuvent payer. Je demande toujours une somme raisonnable. Allez-vous des fois jusqu'à Dubaï? J'amène chaque personne à l'endroit où elle veut. Vous avez déjà été arrêté? J'ai été arrêté plusieurs fois par la police d'Oman. Mais j'ai quand même fait passer une centaine de personnes cette année. Je n'ai pas accompagné les réfugiés. Cette fois, aucun passeur n'a accepté ma présence. J'ai donc franchi la frontière comme n'importe quel voyageur en possession d'un visa d'entrée. Visa que j'avais obtenu quelques semaines plus tôt à Sanaa, la capitale du Yémen. De l'autre côté, c'est un autre monde. Le sultanat d'Oman est florissant. Il ne semble pas subir la récession mondiale. Il ne craint pas de faire étalage de sa prospérité. Il y a du gaz, du pétrole. Le sous-sol est riche. Malgré la crise, les collines disparaissent pour faire place à des autoroutes, ou quelquefois à des ronds-points spectaculaires comme celui-ci, tout à l'honneur des Boutres, le navire fétiche du pays, celui de Sinbad le marin. La première destination des réfugiés est comme toujours un port. Il se nomme Salalah. Je ne retrouverai pas les réfugiés, ils se cachent. Ils se cachent bien à Salalah. En revanche, je vais croiser les commerçants somaliens qui fournissent leur pays de ce que la guerre ne permet plus de produire. Ceux-là ont des visas qui leur permettent de vivre au grand jour. Des commerçants prospères mais discrets, peu bavards. Désormais, les Somaliens se cachent plus encore. Ils continuent plus vite vers le nord, vers une nouvelle frontière, celle des Émirats arabes unis, celle de Dubaï. Mais là, au nord du sultanat d'Oman, ils se joignent aux Indiens et aux Pakistanais, aux foules qui de Peshawar ou de Bombay arrivent, via les ports iraniens, sur les côtes omanaises. 50 000 par an, selon les dernières statistiques du sultanat. Pour la plupart, ces ouvriers sont amenés par un tuteur local qui prend la responsabilité de leur conduite et leur confisque leur passeport. D'autres arrivent tout seuls, clandestinement. Ils attendent dans les rues qu'un entrepreneur les engage pour la journée et aucun ne semble craindre la police. Les Somaliens et les Éthiopiens, je vais les retrouver près de cette mosquée de Mascate, la capitale du sultanat d'Oman, toute proche de la gare routière. C'est de là que partent les immigrants qui veulent gagner Dubaï, distant d'à peine 90 km. Dans le quart des hommes sans bagages. Ils vont quitter l'autobus, seuls ou en groupe, à l'approche de la ligne de démarcation avec Dubaï, sans que je puisse déterminer si ce sont des émigrants ou de simples passagers. De toute façon, cette frontière ne leur fait pas peur. Elle n'est matérialisée que depuis 4 ans. Auparavant, le passage était libre. Les Émirats l'ont établie pour lutter contre l'immigration illégale, mais elle est, paraît-il, facile à franchir clandestinement. Une trentaine de kilomètres encore, les immigrants atteignent leur but, Dubaï, comme un mirage de luxe et d'audace immobilière. Dubaï, où l'argent coule, où les banques foisonnent. Mais ce n'est pas cette ville qu'ils vont connaître.
Dans leur grande majorité, les émigrants iront tout droit dans les camps de travail où logent les ouvriers étrangers. Celui-ci se nomme Sonapur. Plusieurs centaines de milliers d'hommes vivraient ici. Plusieurs centaines de milliers d'hommes vivant entre hommes. Ces rues sont interdites aux femmes, réservées aux immigrés, aux travailleurs entre 18 et 60 ans. Les Pakistanais, Indiens et Philippins, quelques Éthiopiens, très peu de Somaliens. Le voilà, le but de tant d'émigrants, pour lequel ils risquent et souvent perdent leur vie. Là-bas, à quelques kilomètres des camps, après ces étendues sans fin de parking de camions, la ville. Les clandestins, on les retrouve près du port, dockers, le plus souvent mélangés à des travailleurs indiens. Tous sont au service de commerçants somaliens qui, comme à Salalah, importent et exportent de la marchandise vers leur propre pays. Combien gagnent-ils? Combien d'argent? À peu près 250 € par mois. Et lui, il a quel âge? 18 ans. Et il n'y a pas de contrôle de la police? Si, la nuit, il est obligé de rester chez lui. Il ne peut pas aller à l'extérieur à cause de la police. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut rester ici ou trouver un vrai travail? Non, il veut partir. Tout ce qu'il veut, c'est ficher le camp d'ici. Le seul travail que vous pourrez trouver, c'est un Somalien qui vous le donnera. Ils sont les seuls qui vous permettront de gagner un peu d'argent. Et les femmes, elles se cachent, comme ici, dans cet immeuble de Sharjah, un émirat voisin de Dubaï. Nous sommes 15 ici, 15 femmes ensemble dans cette pièce. Vous êtes toutes les 15 illégales? Oui, on n'a pas de papier. Certaines d'entre nous sortent quelquefois faire des ménages pour gagner un peu d'argent. Ça nous permet de survivre. Même si on ne gagne pas grand-chose ici, au moins on est en paix. Et on n'entend plus le bruit des balles. Mais vous saviez que ça allait être difficile? Non, je ne savais pas. Moi, j'ai seulement voulu fuir la guerre. Est-ce que vous pourriez faire savoir aux gens de l'ONU et à tout le monde dans quelle situation on vit? Je ferai de mon mieux. Dubaï va mal. L'émirat frôle la faillite. La crise a peu à peu arrêté la plupart des grands chantiers. Les grues sont immobiles et les ouvriers, quelques-uns des ouvriers, doivent repartir. Ceux qui refusent, il y en a quelques centaines ou quelques milliers, doivent subsister sans passeport et sans aide, à la merci d'une mesure d'expulsion, comme victimes d'une catastrophe naturelle contre laquelle ils ne peuvent rien. Ils sont indiens, pakistanais, philippins, chinois, mais aussi quelquefois éthiopiens et somaliens, qui vont retraverser le golfe d'Aden. Et peut-être, dans quelques mois, lorsque la guerre et la misère auront de nouveau pesé sur leur vie, seront-ils encore une fois les passagers de ces bateaux maudits, jusqu'au jour où une tempête ou un capitaine plus violent que les autres mettra fin au voyage.